Bonjour et bienvenue sur Fafalox Podcast, le premier podcast dédié aux locks en France. Ici, nous recevons des personnes inspirantes qui portent des locks. Je suis Fatim. Je suis Dinanga. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une femme talentueuse dont le métier consiste à prêter sa voix aux autres pour assurer leur défense devant les tribunaux. Elle est avocate au barreau de Paris depuis 5 ans. Nous avons le réel, mais vraiment, je le dis, le réel plaisir de recevoir Stéphie Dali. Bonjour Stéphie. Bonjour. Comment tu vas ? Bonjour à vous deux. Je vais très bien et vous ? Ça va très bien, merci. Merci d'être venu sur notre podcast. C'est avec plaisir. Ouais. Je suis contente d'être ici. J'ai envie de savoir un peu qui tu es. C'est vrai que j'ai dit que tu étais avocate. Ça fait 5 ans que tu exerces. Oui. Mais te connaître vraiment, connaître ta personne. Pour commencer, j'aimerais savoir où tu es né et quel genre d'enfant tu étais. Je suis née à Ivry-sur-Seine. Donc, je suis une petite fille de banlieue de base. Donc je suis née à Ivry-sur-Seine, j'ai grandi à Vitry-sur-Seine. Donc c'est juste à côté. Je suis une banlieusarde du 94. Et j'ai vécu donc toute mon adolescence, mon enfance, et c'était parfait. Enfin, moi, j'ai vécu une très très belle enfance. J'ai été une élève, on va dire, toujours plutôt sage, enfin, en ayant des notes tout à fait moyennes, pas excellentes, mais tout à fait convenables pour l'environnement dans lequel j'étais. Et je me suis révélée un peu pendant mon adolescence, un petit peu insolente, je pense, mais de manière très pas méchante. C'est-à-dire que j'aimais bien toujours avoir une petite répartie derrière mes profs, quoi. Ok. Voilà. C'était celle qui contredisait un peu. Provocatrice. Ok. Mais c'était pas méchant. Enfin bon, j'espère. Ok. Et du coup, cette Stéphie adolescente qui s'était avérée un peu rebelle, disons, ou qui avait de la répartie, qui n'hésitait pas, qui n'avait pas forcément sa langue dans sa poche. Voilà. Est-ce que cette Stéphie rêvait déjà de faire un métier dans le droit et en particulier être avocate ? Non, pas du tout. Finalement, être avocate, ça s'est révélé au fil des années, et ça s'est plutôt révélé alors même que j'étais déjà à la fac de droit. Ok. Mais j'avais auparavant jamais imaginé que j'allais être avocate. Enfin, c'était pas un rêve que j'avais enfant. Plus jeune, je pense que j'ai voulu au départ être infirmière, après médecin, et puis après j'ai vu qu'il fallait faire des maths. Et comme je suis très mauvaise en mathématiques et tout ce qui est scientifique, j'ai très vite abandonné l'idée, mais je me suis orientée en fait en droit parce que je me suis dit que c'était une voie qui permettait de s'ouvrir plein de portes pour les métiers. Et ensuite, c'est là que je me suis dit, en fait, oui, je peux être avocate. Et c'est vrai que c'est un métier qui me plaît. Donc, j'ai hésité d'ailleurs avec la magistrature. Oui. Et puis, la magistrature était encore plus compliquée que... Le parcours est encore plus compliqué que l'est déjà le nôtre. Et donc, je me suis contente d'être avocate et je suis très contente. Ok, trop bien. De mon métier pour l'instant. Tu portes des très belles locks. Merci. Qui sont entretenues par Fafalox. Exactement, c'est vrai. Depuis combien de temps tu les portes ? Ça fait 2 ans maintenant. D'accord. 2 ans maintenant, et c'est une amie qui me les a installés, qui en porte elle-même. Et en fait, en voyant ses cheveux, je portais mes cheveux de manière naturelle, non défrisés, etc., pendant très longtemps. Et puis, en fait, en la voyant, parce que ça demande quand même beaucoup d'entretien, etc., et en fait, ça me fatiguait un petit peu. Et quand je la voyais, elle, avec ses locks, finalement, elle conservait ses cheveux naturels tout en ayant une flexibilité et une liberté totale. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux, quoi. Je veux ça. Et donc, j'ai décidé de faire des micro-locks à ce moment-là, et je lui ai demandé de me les installer. Trop bien. Et qu'est-ce que les locks représentent pour toi ? C'est une identité, finalement, maintenant. Ça représente, c'est un côté racine. C'est comme les locks, ce sont elles-mêmes des racines, finalement, de cheveux. C'est vraiment s'ancrer dans mon identité, on va dire, afro, quelque part, en gardant, et en explorant finalement toutes les possibilités que peuvent m'offrir les cheveux crépus. Et moi, j'ai opté pour celle-ci. Et j'espère que je vais les garder encore très longtemps. J'espère aussi, parce que c'est magnifique.
Tu nous as parlé de ton enfance, tu nous Oui. as parlé de ton adolescence. Est-ce que tu peux nous parler de tes années fac? Alors, mes années fac, elles ont été très bien aussi. En fait, globalement, je pense que j'ai quand même une vie assez heureuse. Enfin, c'est peut-être dans ma personnalité aussi. Mes années fac se sont très bien déroulées. J'étais à la fac de Créteil. Et c'est aussi peut-être pour ça que ça s'est bien déroulé. Oui. Je dis ça Ouais. parce que je pense que vous avez compris. Ouais, carrément. Parce que petit aparté, j'ai fait du droit aussi. J'étais à Sas. Je pense que c'est pas la même ambiance quand on est à Sas et qu'on est à Créteil. Et ben, tu fais bien de le dire Ouais. parce que, en fait, ma mère vit dans le 15e. Ouais. Donc, j'habitais dans le 15e, mais j'allais à la fac à Créteil. Ok. Parce que, en fait, habitant dans le 15e, mon premier choix, finalement, ça aurait été À Assas. Sas, oui. Mais connaissant, voilà, l'ambiance qui y régnait et en fait, voilà, les personnes qui sont à Assas, j'ai préféré opter pour... Moi, j'étais pas averti. Franchement, j'ai voulu cette fac par son prestige. Enfin, grâce à son prestige. Ouais. Et finalement, j'étais déçu par l'ambiance. C'est les profs, les étudiants. C'était pas une belle expérience pour moi. Ils étaient comment, un peu, En fait, contextualisés? Les profs, ils sont très droites, pour ne pas dire extrêmes. Ok. Ils n'hésitent pas à donner leur avis sur... c'est pas mauvais de donner son avis, mais ils ont une manière de parler des autres pays, de la politique des autres pays, d'une certaine manière. Par exemple, les relations France-Afrique, les profs, mais crachent sur l'Afrique ouvertement, facilement. Tu sais, en droit, il y avait surtout en première année, il y a un chapitre où on parle, on voit le cas de la Nouvelle-Calédonie. C'est actuel. C'est un carrément sujet actuel. d'actualité, carrément. Et moi, je suis rentré à la fac en 2017. Et on parlait de ça déjà à l'époque parce que ce problème, ça remonte déjà il y a longtemps. Du coup, on avait des cas pratiques sur ça. Et quand les profs donnaient leurs avis dessus, tu disais, mais mince, pour eux, ces gens, c'est presque des sous-humains. Que voilà, Nouvelle-Calédonie, c'est la France, c'est aux Français. Et l'identité des Kanaks se soustrait au profit de la France, à l'identité française. Bref, c'était et les étudiants, c'était des personnes qui se prenaient pas pour de la merde. Déjà, moi, ce qui m'a choqué, c'est que tu viens à l'école, enfin à la fac, tu viens en costume, cravate, et après, chacun son style, tu me diras, mais même dans les manières, il y avait pas de simplicité. C'était que du surjoué, c'était c'était de la compétition, ça s'entraidait pas entre étudiants, t'avais pas tes cours, t'avais loupé un cours, on t'envoyait un faux cours. C'est comme si c'était à Sas, un concours à Sas, on t'envoie des faux cours. Okay. Il y avait un groupe, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, c'est le collège de droit. Le collège de droit, en fait, c'est un peu l'élite, entre guillemets, c'est comme ça qu'on les appelait. C'est des personnes qui sont rentrées à Sas avec des très très bons dossiers. C'est des gens qui sortent des lycées comme H4, Henri IV, c'est un des plus grands lycées de France. Les gens qui sont rentrés avec 20 de moyenne, des trucs comme ça, tu vois, Et du coup, eux, ils te toisent, mais t'as pas idée. Bref, c'était à ça, je peux en parler pendant 10 ans ici là, mais qui était avec moi à ça, il y en a qui ont continué, etc. Mais moi, c'était trop pour moi. J'ai dit, j'ai mis une croix sur le droit. Je pense que c'était plutôt, je mettais une croix sur Assas parce que au fond, le droit, c'est une matière que j'aime. Et je suis parti en finance après. J'ai eu à faire du droit encore. J'ai aimé faire ça. Donc c'est vraiment, ça m'a un peu dégoûté. Si on peut dire ça comme ça. Bon, j'ai assez parlé là. On est avec Stéphie. Non, mais c'est intéressant justement parce que moi, j'ai pas voulu aller à Assas, notamment pour ça. Et finalement, quand j'entends ton témoignage, je me dis que c'était une très bonne idée parce que je me sentais beaucoup mieux à Créteil où c'était en fait finalement des gens qui me ressemblent, tous des banlieusards depuis le départ. Bon, il y a pas, on a les mêmes essences, on a la même façon de se comporter à peu près. Hein. Après, évidemment, il y a toujours des disparités, mais enfin. Globalement, je me suis pas sentie exclue, bizarre ou ayant un parcours particulier ou
je me suis sentie à ma place, en tout cas. Et c'est aussi pour ça que mes années fac, je pense que je les ai bien aimées. C'est parce que, et d'ailleurs, je me suis fait mes amis qui sont aujourd'hui toujours mes amis. Et je pense que ça restera mes amis jusqu'à la fin. En tout cas, je le souhaite. Et une fois qu'on a un bon groupe à la fac, je pense que ça se passe bien. Et c'est pour ça que ça s'est bien passé jusqu'ici. Alors, moi, je suis avocate, eux sont juristes. Il y en a quelques-uns avocats avec qui je suis moins proche, mais on a tous eu un parcours, en tout cas, on a tous fini nos études de droit, et après on est allé en entreprise ou en cabinet d'avocat, mais en tout cas, tout s'est bien passé à la fac. Moi, je me suis pas sentie différente ou mise de côté ou quoi que ce soit, et notamment, ça me fait penser qu'on avait une, comment on appelle ça ? C'était une chargée de TD. Qui venait d'Assas. Et elle était ouvertement de droite, d'extrême droite, en fait. Moi, je l'avais pas en chargée de TD, mais il y avait des personnes qui l'avaient et qui donc racontaient. Pardon, je te coupe. Juste, on précise qui sont les chargés de TD. En fait, les chargés de TD, c'est souvent des thésards, en fait, des personnes qui font des thèses et qui, en fait, viennent donner des cours en petite, en communauté réduite, si je peux dire ça. C'est ça. Pour appuyer en fait le cours qui a été donné en amphithéâtre. Oui. Voilà. Merci. Oui, d'ailleurs, thésard ou professionnel des fois. Oui, c'est vrai. En fait, ils le font de manière un petit peu à côté, quoi. Ça veut dire que c'est un mi-temps, ils viennent donner quelques cours, donc c'est pour appuyer, comme tu dis, les cours qu'on a en amphithéâtre. Et donc elle était avocate. Dommage, je me souviens plus de son nom. Donc, on va taire son nom. Pour elle. Mais voilà. Et puis elle avait pas une très bonne réputation parce que justement, elle avait des idées un petit peu particulières. Et elle venait d'Assas. Et je crois qu'elle donnait cours à Assas également. Voilà. Ok. Et tu nous disais juste avant que c'est à la fac que tu as eu cette envie de devenir avocate. Oui. Est-ce qu'il y a eu un déclic ou quelque chose? Non, j'ai du mal à identifier est-ce qu'il y a eu un déclic ou quoi. Je me suis juste dit, en fait, c'est possible. J'ai eu ma première année et je me suis dit, parce que on entend beaucoup de choses, oui, la fac de Troyes, c'est impossible, etc. Et d'ailleurs, j'ai rencontré des gens en première année une amie, à l'époque, et elle me disait, oui, moi, c'est la 3e fois que je fais ma première année de droit. Et quand tu entends ça, c'est chaud. Ça fait froid dans le dos. Ça fait un peu froid dans le dos. On se dit, ah oui, en fait, je vais jamais y arriver. Et en fait, si. Et puis on se dit, ah ben en fait, c'est possible. Donc je vais le faire. Donc ça s'est un peu fait comme ça. Et désolé de te couper, mais à ça, c'est encore pire. Le nombre de redoublants, j'en étais un aussi. Il est juste affolant. En fait, tout est fait pour que tu redoubles presque à Assas. Il y a une sélection, mais qui est ouf. Parce que j'avais une amie avec qui j'étais en terminale, elle est partie à Ivry, parce que moi je venais du 91, j'étais pas prioritaire du tout pour aller à Assas. Ouais, d'accord. J'avais un bon dossier, j'étais accepté. Elle est partie à Ivry, à côté. Quand on comparait comment est-ce que nos cours étaient donnés et comment est-ce que les attentes au niveau des partiels, je te donne un exemple, que ce soit en partiel ou en les dissertes ou les commentaires pendant les semaines. À Assas, les titres des dissertations, il ne doit pas avoir de verbe conjugué. Ah oui, c'est des petites règles comme ça. Des petites règles comme ça. Ouais. Et en fait, il y avait plein de choses. Je sais pas si on peut dire vicieux, mais qui faisait que. Exprès pour te... Et comment c'était noté bref, c'était n'importe quoi. Du saccage. Ouais. En fait, parler de ça me rappelle des souvenirs un peu. On passe à autre chose. Mais c'est loin de moi. Okay. Mais après, quelque part, ceux qui sont à Assas, ils ont plus de chance. Et ça c'est, moi je l'ai vu après. T'as un meilleur dossier. C'est clair. Il y a des cabinets qui ne recrutent que des gens qui viennent d'Assas ou qui viennent de Dauphine, ce genre de choses, ou de certains masters, de certaines facs. Et voilà. Et Créteil, c'est pas la fac référencée où les cabinets se disent ah bah tiens, j'ai trop envie d'avoir des élèves qui viennent de cette fac-là, parce qu'elle a pas une mauvaise réputation, ou en tout cas maintenant ça a peut-être évolué, mais pas une mauvaise réputation, mais pas c'est pas Assas quoi.
Et donc, la sélection, je pense qu'elle vient de là. C'est-à-dire que les gens qui vont à SAS, je pense qu'on ont déjà forcément entendu parler d'Assas. Ils y vont parce qu'ils savent que derrière, il y a un recrutement qui est beaucoup plus facile, ou il y a un accès à certains cabinets, etc., etc. Donc, je pense que tout ça, ça fait partie d'un plan. Et il faut avoir la connaissance de ça. Et ça commence très tôt. Ouais. Et dans les familles, on voit souvent, c'est des familles d'avocats, de magistrats ou de médecins. Ils ont les codes. Exactement. Ils savent quoi faire, quel master, quelle filière faire pour aller à tel ou tel endroit. Comment est-ce qu'il faut prendre les contacts des gens. Et ça, on leur inculque ça, mais dès le début, en fait. C'est clair. Moi, ce qui n'a pas été mon cas, parce que j'ai pas de magistrat, j'ai pas d'avocat dans ma famille. Mais donc, en fait, finalement, j'ai appris sur le tas, quoi, en faisant ma propre expérience de comment ça fonctionne, etc. Et peut-être qu'aujourd'hui, j'ai une petite cousine qui veut être avocate aussi, et sa mère m'appelle pour me dire oui, alors là, son prof dit ça, tu penses que... Et je peux aussi aujourd'hui me permettre de lui dire ok, non, mais alors si tu veux faire ça, va plutôt dans telle filière, fais plutôt ça comme matière. Enfin, je peux lui donner des conseils. Ce que moi, j'ai pas pu avoir parce que je suis allée à la fac vraiment à l'aveugle, on va dire. Mais je remarque ça beaucoup. Et ça me fait penser qu'aujourd'hui, on a reçu un mail d'une des associées de mon cabinet. Cet été, on a eu une stagiaire qui était en master 1. Okay. Ou L3, master 1, je crois. Qui vient d'une très bonne famille, de quelque chose, je sais pas quoi. Bon, bref. C'était rempli ça, à ça. Voilà. et donc, mais très très sympa par ailleurs. Et elle a envoyé un mail incroyable de bonne année au cabinet, etc. Et c'est un truc tout bête, mais c'était bien écrit, c'était bien pensé. Elle est en train de faire un tour du monde actuellement, donc. En même temps, elle est loin, mais elle garde un contact avec avec les cabinets dans lesquels elle a été. Et j'ai trouvé ça super smart. Parce que, en fait, c'est comme ça que tu crées un réseau. C'est clair. Et je pense que ça vient sûrement de son éducation, de ce qu'on lui a inculqué. On garde les contacts, bonnes relations, etc. Et ça, j'ai trouvé ça super smart. Et en fait, elle a totalement raison. C'est clairement ça qu'il faut faire. Ouais, exactement. Ceux qui nous suivent et que vous êtes étudiants ou même voilà, dans la vie, il faut savoir garder cette relation avec les gens. Ça, quel que soit le domaine d'ailleurs. Peu importe. Carrément. Et pour en revenir à ta scolarité, est-ce qu'il y a une matière que tu as préférée? Le droit pénal. Même si j'en ai pas fait ma spécialité encore à ce jour. Mais d'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler de ta spécialité? Oui, alors aujourd'hui, je dis spécialité, mais je devrais pas le dire parce qu'en fait, quand on dit qu'on est spécialisé, il y a des spécifications qui existent. Vraiment, quand on est spécialisé, on a un certificat de spécialisation. Mais bon, moi, quand je parle de spécialité, à mon sens, c'est les matières dominantes que j'exerce à ce jour. Et donc aujourd'hui, c'est le droit des assurances, donc en responsabilité civile majoritairement. Donc j'interviens pour des assureurs, etc. Et à titre perso, donc ça c'est pour mon cabinet, parce que je suis collaboratrice. Et à titre personnel, quand j'ai des clients perso à moi, j'interviens en droit pénal, en droit du travail, et parfois en droit de la famille, mais beaucoup plus rarement. Et je pense que d'ailleurs je vais plus le faire. C'est quand même quelque chose d'assez prenant, particulier quand même, le droit de la famille. Tu rentres quand même dans l'intimité des gens et faut être à l'aise. Tu me diras, c'est pareil en droit pénal aussi, on rentre quand même dans l'intimité des personnes. Et en plus, il y a comment dire, il y a des conséquences qui peuvent être lourdes. Mais je préfère ça au droit de la famille, où finalement on est un peu obligé de prendre, j'ai l'impression de prendre parti pour, ou en tout cas le client nous veut nous faire prendre parti absolument. Il y a trop d'affect. Voilà. Moi, je suis pas très à l'aise avec ça et je préfère me bagarrer contre un procureur ou ce genre de choses plutôt que ou faire des dossiers totalement économiques. En droit des assurances, c'est ça. C'est combien est-ce qu'on paye, on paye pas. Voilà, il y a personne. Enfin, je veux dire, c'est moins personnel, c'est financier.
Mais pour en revenir à ta question, parce que désolé, je parle un peu trop. Pour en revenir à ta question, la matière que j'ai préférée, c'était ça. C'était le droit pénal. Ouais. Ok. Tu nous as dit que tu adores ton métier. Ça se voit quand tu parles de ça de toute manière. Mais quelles sont les difficultés que tu peux rencontrer aujourd'hui qui font que parfois, je dis pas que tu vas douter, mais tu te dis purée, ça, c'est chiant, quoi. Dans mon métier, tous les jours, je me dis que c'est chiant. En fait, j'adore mon métier, mais je pense que non. En fait, parfois, on se dit que on gère les problèmes des autres de manière quotidienne, en plus de nos propres problèmes. Mais en fait, on devient quelque part la bouée de sauvetage des personnes. Quand je parle plutôt des dossiers perso, quand c'est des particuliers, on devient vraiment leur référence. Ça veut dire que le moindre questionnement, la moindre incertitude, il faut réussir à les rassurer tout de suite. Alors dire, alors là, ça c'est pas très grave. Voilà ce qu'on va dire, voilà ce qu'on va faire. Et ça, bon, c'est pas tant que ça me dérange, mais souvent on peut se sentir un peu submergé par tout ça, en train de se dire est-ce que vraiment je vais réussir à les aider parce qu'on a envie de bien faire. Et je pense que c'est ça qui est le plus frustrant. Ça veut dire qu'on aimerait faire des choses. En théorie, il y a plein de choses possibles, hein, mais dans la pratique, on sait comment ça se passe. Et ça, je pense que c'est le plus frustrant, effectivement. Et ce poids des clients, enfin, c'est cette charge mentale que tu peux porter. Est-ce que ça influence sur ta vie privée, du coup, ou tu arrives à t'en détacher complètement? Non, ça influe sur ma vie privée nécessairement parce que on va forcément y penser. Le week-end, on y pense. Ah oui, ah non, mais en fait, lundi, il faudrait que je fasse ça. En fait, on anticipe. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, j'essaye d'anticiper tout le temps. Et donc, j'y pense tout le temps. En fait, enfin, tout le temps. Ça va, j'arrive à dormir quand même. Hein. mais non. Ouais. Dans ma vie privée aussi, j'ai ça en tête, quoi. Est-ce que tu peux nous partager ta première expérience dans un tribunal? Alors, ma première expérience, c'était au tribunal de commerce, je m'en souviens. J'avais prêté serment la veille. Et donc, mon premier cabinet, c'était du droit commercial. Et j'arrive et il me dit, au fait, vous allez plaider, je sais pas, il me donne 4 dossiers. Vous allez plaider au tribunal de commerce de Paris. Voilà. Direct. Toute seule, comme ça. Et là, je me suis dit, bon, allons-y. Donc, comme je suis pas quelqu'un qui me défile, j'y suis allée un petit peu comme ça, là, toute fière de moi. Ça s'est bien passé, finalement. Ça s'est bien passé. Et je pense que c'était quand même une bonne expérience, même si je trouve qu'on m'a un peu jeté comme ça dans la gueule du loup, mais je pense que c'était peut-être ce qu'il me fallait. Parce que ça m'a permis de me forger aussi, d'apprendre toute seule à comment j'interagis, parce qu'en fait, c'est particulier au tribunal de commerce, les affaires, elles se font c'est un peu un face-to-face avec le juge. D'ailleurs, qui sont pas des magistrats professionnels, mais si c'est en référé, c'est différent, c'est dans une salle avec plein de confrères, etc. Et sinon, il y a des affaires qu'on juge en cabinet, on appelle ça. Okay. Et donc, on est avec notre adversaire, donc le conseil de l'autre partie et le juge. Et donc, on n'est que 3. Donc peut-être que c'est quelque chose de un peu moins impressionnant que d'entrer dans une salle bondée avec tous les confrères derrière. Et là, c'est un petit comité, donc faut quand même savoir comment s'exprimer, quoi dire, connaître son dossier, parce qu'on est quand même face au juge qui peut nous poser des questions. Donc en fait, si tu connais à moitié ton dossier et qu'on te pose des questions et que tu le connais pas, c'est voilà, compliqué. Ouais. On passe un peu, ça passe pas, quoi. Donc voilà, ma première expérience en tout cas, c'était comme ça. Ok. Et jusqu'à aujourd'hui, comment est-ce que tu te sens au moment où tu te lèves pour plaider? Alors, ça dépend des matières, mais par exemple, si je plaide en pénal, je stresse beaucoup. Ok. Avant, tout le temps. Et pourquoi? Parce que et la pression de ce qui va se passer,
j'ai tellement envie que ça se passe bien, qu'on m'écoute. Et parce que en fait, souvent, et d'ailleurs j'ai commencé une plaidoirie comme ça dans la chambre de l'instruction où je disais, j'ai envie que vous m'écoutiez en fait, parce que ça faisait ce dossier-là, c'est un dossier, on est passé 3 fois devant la chance, enfin, et à chaque fois on se fait débouter, mais j'ai l'impression qu'on n'écoute pas les arguments. Et qu'il y a un préjugé sur la personne qui est mise en cause, etc., etc. Et ça rend fou en fait. Ça rend fou de dire tu peux plaider ce que tu veux, avoir le meilleur dossier, et t'as l'impression qu'ils sont là, ils te regardent et c'est non quoi. Ouais. Et ça c'est hyper frustrant. Mais j'ai toujours un peu de stress parce que j'ai envie de bien faire en fait finalement. Donc j'ai toujours un peu de stress que j'arrive un petit peu à gérer ce que je fais. Je ne mange jamais avant une plaidoirie. Okay. Je suis incapable de manger. Je peux boire à la rigueur de l'eau, mais c'est tout. Donc je mangerai jamais avant parce que sinon je pense que je peux vomir. Okay. Donc je bois et puis après technique de respiration un petit peu. Donc je fais ça tout intérieurement, ça ne se voit pas. Ouais. Mais et puis après on y va. Une fois qu'on a commencé la première phrase, après après ça va, c'est lancé. Du coup, quel est ton regard sur la magistrature? Parce que je sens quand même que t'as un avis dessus. Je voudrais pas parler à la place de tous les confrères, mais je pense que ça dépend quand même des magistrats. Et en tout cas, à titre personnel, je trouve que il y a parfois un peu de mépris des magistrats vis-à-vis des avocats. Et donc, on a du mal finalement, je pense qu'on a du mal à s'entendre. On a du mal à se faire comprendre plutôt. On n'a pas l'impression d'être écouté. En tout cas, moi, c'est mon impression. On n'a pas l'impression d'être écouté, alors que dans un tribunal, on est censé être aussi chez nous. Ça veut dire qu'on est autant chez nous que les magistrats sont chez eux. On est tous auxiliaires de justice, et donc on est là pour participer à l'œuvre de la justice, etc. Mais on nous voit plutôt comme des personnes qui essayons toujours de dédouaner nos clients à tout prix, quoi. Alors que c'est comme ça que même l'opinion publique voit les avocats. Les gens pensent que les avocats sont là pour dédouaner leurs clients. Mais non, mais c'est parce qu'on a des réels arguments. On ne fait pas ça juste pour le plaisir fin. Et puis on reste sûr du droit. De toute façon, quand on dit c'est impartial, etc. Non. Parce que la personne qui juge, c'est une personne, elle vient avec son bagage, avec ses idées, elle a forcément un a priori. Moi aussi, quand je prends un dossier, j'ai déjà une idée, parce que je viens aussi avec mon bagage social, émotionnel, etc. Donc, l'impartialité, ça n'existe pas, mais on a le droit de s'écouter, je pense. Par exemple, devant les juridictions civiles, quand c'est des procédures écrites, vous avez le magistrat qui va vous regarder, il va même pas noter. Ça dépend, mais la plupart du temps, il ne note même pas ce que vous allez dire. Mais il va rendre son délibéré dans 3 mois. Donc, il va jamais retenir tout ce que vous êtes en train de dire devant lui. Donc, c'est une réalité. En fait, on nous écoute parce que ça fait partie de la procédure. Mais c'est limite si on nous dirait pas, maître, vous avez bientôt terminé là, parce que voilà quoi. Mais quand t'es face à ça, comment t'arrives à rester focus sur ta plaidoirie? Faut s'imposer en disant, écoutez, j'ai pas terminé et je vais terminer ma plaidoirie et puis voilà. Mais parfois c'est difficile. Il y en a qui me disent non, mais écoutez, j'ai compris les arguments principaux et puis je verrai ça. De toute façon, c'est dans vos écritures, donc je le verrai. Tu fais bien de le dire, faut s'imposer, parce que j'ai eu un bel exemple. Quand j'étais étudiant, j'ai réussi à me faufiler au Palais de Justice de Paris. Avant, c'était pas encore dans le 17e, c'était à Cité. Je suis parti voir un procès très médiatisé où Dupond-Moretti plaidait. C'était l'affaire Abdelkader Mera, le frère de Mohamed Merah, le terroriste. Et j'avais réussi à rentrer un jour de procès. Dupond-Moretti, tu sais, c'est un personnage. Ouais. Et à un moment, il voulait parler encore. Il voulait parler et il était tard, les magistrats voulaient que ça s'arrête, etc. Il dit non, c'est fini et tout, c'est fini. La partie civile a parlé, etc. C'est fini. Et Dupond-Moretti a dit, je vais parler parce que le dernier mot revient à la défense. C'est vrai. Et le juge s'est tué, tu vois.
Mais la raison. Et franchement, quand tu dis, ça m'a fait penser à ça directement, mais c'est vrai que c'est une réalité, ça. Vous devez forcer un peu. On doit un peu forcer forcer la parole devant les magistrats. C'est pour ça que je dis que je trouve qu'on a du mal à se faire entendre, quoi. Oui, on est obligé de dire, en fait non, j'ai pas terminé. Et si normalement on devrait nous laisser le plaider. Après, quand on est justement de l'autre côté et qu'on attend qu'il y ait un confrère qui plaide pendant 20-30 minutes, bon, nous-mêmes on est un petit peu impatients, mais on lui coupera pas la parole, on le laissera s'exprimer. Mais bon, je trouve qu'aujourd'hui c'est quand même un petit peu un souci, mais globalement on arrive quand même à se faire entendre, ou en tout cas à ce qu'ils nous écoutent. Et ça se passe bien. En tout cas, faut s'imposer. Je trouve que quand on est avocat, c'est un peu notre rôle. Notre client, il compte sur nous. Il faut qu'on s'impose, quoi. Si on a la parole, c'est justement pour dire ce que lui ne peut pas exprimer. Et donc on a une place et qu'il faut qu'on la préserve et faut qu'on parle le temps qu'on veut. Et quand on nous demande de ne pas plaider, non, moi je suis pour que les avocats insiste à chaque fois pour plaider, pour ne pas que ça se perde. Stéphie, oui. Quelle est la pire chose que tu aies pu entendre dans un tribunal? J'ai pas vécu, on va dire, j'ai très peu eu, ou en tout cas j'en ai pas eu, en tout cas j'ai pas souvenir d'avoir eu de mauvaises expériences, au tribunal. D'ailleurs, en fait, les mauvaises, entre guillemets, les petites mauvaises expériences que j'ai eues au tribunal, c'était souvent de confrères. Même pas de magistrats ou quoi. Je me souviens que j'avais été plaidée, je ne sais plus si c'était Toulouse ou en tout cas c'était dans le sud. Et un confrère, un vieux confrère, en fait c'est vraiment des personnages, quoi, qui me dit, c'était un peu une remarque mi-sexiste, mi-raciste, qui commence à me dire, ah oui mais vous êtes une jolie jeune femme du barreau de Paris, j'imagine. Pourquoi j'ai pas compris pourquoi du barreau de Paris. Et puis pourquoi me spécifier que je suis plus ou moins jolie. Enfin, en fait, je suis juste ton confrère. Bon. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est que le sous-texte de ce qu'il a dit, c'était en fait les confrères noirs, ils sont souvent du barreau de Paris ou de l'Île-de-France. Ouais. Enfin, j'ai senti le sous-texte. Grosso modo, c'était ça. Ouais. C'était ça, et donc quand il l'a dit, finalement, je lui ai souri, je lui ai dit, écoutez, vous devinez bien, parce qu'effectivement, je suis du barreau de Paris. Donc c'était une petite, à la rigueur, c'est des petites remarques qui peuvent venir de confrères, ou alors en expertise, un expert judiciaire qui m'a vu arriver, qui m'a dit, ah oui, non, mais vous êtes forcément une avocate du barreau de Paris. Parce que j'arrivais, je sais pas, j'étais plus ou moins apprêtée, et visiblement ça lui a pas plu. Donc là c'était plus sexiste. Mais enfin, non, il m'a dit même c'était même pas une avocate du barreau de Paris, il m'a dit c'était une petite nénette ou un truc comme ça. Oh là là. Ouais, mais vraiment. Nénette du barreau de Paris, je sais plus trop comment il a formulé son truc. Et je me suis dit bon, je viens d'arriver. Si vraiment je rentre dans le conflit là tout de suite avec lui, je vais pas rester. Je vais pas rester. Je crois que je l'ai fait rectifier en disant que j'étais pas une nénette, mais j'étais une avocate qui intervenait pour telle ou telle partie. Bref, histoire que ça remette un peu les choses en place sans trop que ça dégénère. Voilà. Okay. Et est-ce que tu as déjà eu des jugements ou des remarques liées à tes LOCS? Non. Mais je sais plus si j'en ai parlé. Non, c'était pas avec vous. J'en ai parlé récemment, je crois, avec une copine. Oui. Sur les LOCS. J'ai jamais eu de remarques, mais je pense que c'est parce que déjà ce sont des micro-LOCS. Ok. Je sais pas si vous êtes. Ouais, non, mais en fait, je pense que les micro-LOCS, ça passe encore entre guillemets parce que ça reste pas conventionnel, mais c'est un peu plus raffiné, c'est un peu plus. Il y a un petit discret. Truc, voilà, plus discret. On peut vraiment regarder pour voir que ce sont des micro-LOCS. Ouais.
Sinon, on se dirait, bon, bah, c'est juste des cheveux un petit peu... ça passe encore. C'est un peu bouclé. Voilà, c'est un peu... Ça reste quelque chose de, on va dire, acceptable, présentable dans l'idée fixe de la belle représentation conforme, etc. Mais donc, récemment, on a fait les photos pour le cabinet. Et en fait, on m'a demandé à plusieurs reprises, bon, bah, tu vas faire quoi comme coiffure pour la photo. Comment ça? Bah, je sais pas, je verrai. Ah, ok. Mais c'était quelques jours plus tard. Ah, ok. Et sinon, t'as prévu de faire quelque chose en particulier avec tes cheveux pour la photo et tout? 3 fois, on m'a posé la question. J'ai fini par dire, mais enfin, je comprends pas. C'est quoi le sujet? J'ai toujours la même coupe. Ça fait 2 ans que j'ai toujours la même coupe. Enfin, c'est toujours mes microlocks, alors que je peux mettre d'une manière différente sur ma tête, bouclé ou pas bouclé, ou les attaché, pas attaché. Mais enfin, ça reste la même coiffure. Alors, c'est vrai qu'il y a eu aussi une époque où j'avais aussi mon afro, que j'attachais ou pas. Donc, je pense que la peur, finalement, qui était exprimée, mais de manière un petit peu insidieuse, c'était de dire, bon, bah, j'espère que tu vas pas te ramener avec un afro. Un big afro. Ouais. Tu vois? C'est Assa Traoré. Justement, c'est genre, à la Assa Traoré. Je pense que c'était ça, parce que finalement, je vois pas pourquoi cette question m'a autant été posée. D'ailleurs, qu'à moi, pour la photo. Parce qu'en Coïncidence, je ne crois pas. Donc non, pas de remarque, parce que en fait tout est fait de manière, c'est jamais frontal. Ouais, c'est très politique. C'est très politiquement correct. C'est du droit. Voilà, c'est dans le droit, c'est toujours bien dit, bien amené, mais on te fera jamais un truc direct. Donc on va plutôt te poser la question plusieurs fois en insistant bien. Tu as prévu de faire quoi? Voilà. Ça me permet de moi aussi je rebondis du coup à ce que tu dis. Là j'ai bon, je suis plus salarié officiellement. Félicitations. Je me focus sur mes projets perso, sur les entreprises, etc. Bref, j'étais dans un cabinet. Non, avant ça, j'étais dans un autre cabinet, un cabinet de conseil qui était moyennement gros, très corporate, dans le 9e arrondissement de Paris, rue Opéra. Voilà, ça chiffrait bien. Quand j'ai fait mon départ, non, j'avais déjà fait mon départ. J'avais déjà fait mon départ et je faisais des barrel twists. Quand je faisais mes barrel twists, j'ai mon N+2. Quand il me voit la première fois avec mes barrel twists, il dit Dinanga, tu ressembles à un basketteur. Je dis ok. Ouais. Je savais pas quoi dire. En plus, je crois que j'étais en période d'essai encore. Du coup, parce que moi, je me laisse pas marcher dessus en entreprise. Vraiment. En plus, j'étais en alternance. Bref, il dit ça. Je savais pas. Première fois, j'ai juste bloqué. Je savais pas quoi lui répondre. Du coup, ça passe. Donc, faut savoir que je fais pas des barrel twists tout le temps. Donc, c'était peut-être 2 mois après, comme ça. Il me voit encore. Ah, tu ressembles à un basketteur. Je dis, mais tu m'as déjà dit la dernière fois. Ah oui, c'est vrai, mais tu ressembles à un basketteur. Je dis, mais tu sais de qui je parle. On va taire son nom. Mais c'est voilà des petites remarques comme ça. Je sais pas ce que ça pouvait vouloir dire, mais ouais, ça dit rien, mais ça dit tout. C'est ça, mais c'est ça, c'est que ça dit rien, mais ça dit tout, parce que en fait, ce qu'il veut dire, c'est oui, bah en fait, moi les noirs que je vois qui ont ce style, etc. Ah bah ils font du basket, donc tu me fais penser à la personne, voilà, tu vois, c'est. Bref, passons. Stéphie, tu plaides en pénal aussi? Oui. Est-ce que tu plaides aux assises? Ou t'as déjà plaidé aux assises? Non, jamais. Jamais? C'est quelque chose c'est pas quelque chose qui t'attire? Enfin, t'as jamais... Si, ça serait top que je le fasse un jour. Pour l'instant, non. Ouais. Non, je fais du correctionnel mais, je contextualisais pour ceux qui ne savent pas, les assises, c'est où on juge des crimes qui risquent environ 10 ans voire plus. C'est ça? Ah oui, c'est des grosses peines. C'est des grosses peines. C'est là où on juge des gros crimes. Voilà. Donc Abdelkader Merak, je parlais la dernière fois. C'était des assises. C'était des assises. Voilà. Donc excuse-moi, je t'ai coupé. Oui, voilà, on va dire que quand on fait du pénal, les assises, c'est c'est ce qu'on peut faire de plus gros, parce que c'est là où le client risque le plus gros, finalement, la perpétuité, etc. Donc, en fait, là, on est vraiment sur quelque chose
lourd, on va dire. Mais j'ai pas encore fait. J'espère, avec le temps, que ça viendra. Mais j'imagine que les confrères qui le font, moi, je suis déjà impressionnée. Je prends toujours très à cœur le fait de plaider en pénal, mais alors aux assises, je pense que c'est encore un autre level que j'ai pas encore fait, mais je sais même pas comment j'arriverai à gérer. Ou alors, faudrait que je sois avec un confrère et qu'on soit à deux sur le dossier et qu'on puisse s'épauler l'un et l'autre. Mais pour l'instant, je me sentirais pas encore les épaules de le faire, je pense. Ok. Et quelle plus grosse peine un de tes clients a risqué Là, pas grand-chose. On est sur du 8-10 ans. Ah, pas grand-chose. Non, mais quand je veux dire... 8-10 ans. Non, mais... Je pense qu'elle a parlé de perpétuité, juste avant. Voilà, c'est pour ça. On remet les choses. Mais j'ai pas eu de clients qui ont pris des grosses peines, etc. Pour l'instant... Parce que c'était une très bonne avocate. Exactement. J'ai pas encore eu de client qui a pris de grosses peines. Non. Attends, je vois ça parle parce que j'ai d'autres questions là qui me viennent, mais... Ouais, Molo, attends. Moi, j'ai une question sur les locks. Depuis tout à l'heure, en plus. Ouais. Pourquoi le choix des micro-locks? Eh ben, justement, quand tu m'as posé la question tout à l'heure, je pense que, quand je t'ai dit, voilà, je pense que ça passe les micro-locks. Je l'ai déjà posé? Non, c'était pas, non, t'inquiète pas. Si, C'était pas formulé comme ça, mais, je sais plus. La question c'était. Est-ce que t'as déjà eu des remarques? Voilà. Est-ce que j'ai déjà eu des remarques sur les micro-locks? Et je pense que non, j'en ai pas eu, en tout cas, frontalement, ou ça ne dérange pas, je pense. Parce que j'ai aussi fait ce choix-là, parce que je savais que les micro-locks ne poseraient pas de problème en termes de représentation, plus que ça. Si j'avais fait des locks plus grosses, je sais pas. Tu vois, si j'aurais pas eu peut-être des remarques ou ce genre de choses. Là, les micro-locks, elles sont encore malléables. Tu peux vraiment, elles sont très malléables. Tu peux faire plein de trucs. Et je pense qu'une fois que t'as des locks un peu plus épaisses, là, t'es une vraie loxée. Enfin, c'est pas que t'es une fausse loxée quand t'as des micro-locks, mais aux yeux des gens, oui. Aux yeux des gens, t'as tout de suite, t'es tout de suite catalogué, je pense, tu vois. Il y a l'étiquette Rasta déjà. Voilà. Direct. C'est l'étiquette Rasta. Et d'ailleurs, je crois que on parlait je crois qu'avec une de mes boss, on parlait et elle me disait, elle me parlait de Rasta. Je sais pas dans quel contexte, mais elle me parlait de Rasta. Et je lui ai dit, elle me dit, mais c'est pas comme toi, tu sais, c'est le truc de oui, non, mais toi, t'es pas comme les autres. Tu vois? Donc, en fait, je lui dis, mais moi, c'est des micro-locks, hein. C'est aussi des locks, en fait. Ce sont des locks, bien sûr. Et en fait, ce qu'elle a dit, oui, non, mais c'était pas comme toi. Ce qu'elle me dit, en fait, c'est que les grosses locks, c'est que je pense que ça poserait plus de soucis. Ouais. En tout cas, dans l'exercice que moi aujourd'hui j'ai de la profession, c'est-à-dire que je suis collaboratrice. Maintenant, je serai à mon compte, je fais ce que je veux. Quand on est collaborateur, on se fait recruter. Donc, on a beau dire ce qu'on veut, ça reste le milieu du droit, ça reste très conforme, ça reste très, c'est quand même assez, faut que ce soit lisse, quoi. Et peut-être indirectement, on est un peu obligé de s'y conformer parce que on s'impose dans ce qu'on est, parce que déjà on est noir, ça on peut pas le cacher, je veux dire, ça, voilà, c'est une chose. Mais en plus, je sais pas ce que ça aurait fait avec des grosses choses. Mais je pense que mon choix aussi c'était déjà parce que esthétiquement j'aime bien les micro-locks, mais je pense qu'inconsciemment aussi je me suis dit fais des micro-locks, au moins t'auras peut-être moins de soucis. C'est peut-être un peu ça aussi qui a motivé le choix des micro-locks, même si en soi je trouve que juste je me sens bien avec et je les trouve belles, mais je sais pas ce qu'aurait donné. Faudrait poser la question à peut-être quelqu'un qui est collaborateur et qui a des locks beaucoup plus épaisses, qui est vraiment loxé, catalogué comme ça dès le départ.
pour voir ce que ça donne. Mais pour l'instant, déjà moi, quand je regarde sur les sites des cabinets d'avocats, aujourd'hui ça se démocratise, il y a plus de personnes issues de l'immigration, etc. Ça devient un peu plus ouvert, accessible, etc. Ce qui n'était pas le cas avant. Mais ça reste un milieu purement blanc, quoi. Ouais. Enfin, Carrément, faut le dire, oui. bourgeois et blanc. Hein. C'est ça le milieu de l'avocature. Donc voilà, nous, petit à petit, on vient, on crée notre, on s'intègre, on s'impose, mais ça reste un milieu bourgeois et blanc. Ouais. Et est-ce qu'il y a d'autres avocates loxées? Est-ce que tu en as croisé? Non. Avec des micro-lox? Parce que du coup, tu pouvais pas savoir si C'est même vrai. les micro-lox passeraient. Non, je savais même pas ça, mais j'en ai pas vu. Ouais. T'es la seule? En tout cas, pour l'instant, j'en ai pas rencontré. Ça doit exister, mais j'en ai pas encore rencontré. Ok. En tout cas, t'es la seule qu'on connaît. Oui. On connaît un autre avocat, Taboula Mbeko, qu'on a reçu sur le podcast. Saison 1, allez voir l'épisode. Ouais, l'épisode est juste incroyable. Ouf. Du coup, niveau probabilité, c'est quand même fort parce que c'est un métier conforme. Ouais. Et nous, sur notre podcast, on a réussi à avoir 2 avocats. Ouais. C'est vrai. C'est pas un métier où il y a beaucoup de loxés. C'est vrai. Et c'est quand même, on est performant. Mais donc ça veut dire qu'il en existe. Hein. Ouais, il y a encore, il faut creuser, mais je pense que. Et on attend les médecins, on attend les journalistes, les banquiers. Ouais. On est en contact avec un médecin, un chirurgien. Faut qu'il vienne sur le podcast. Wow. Vraiment. D'ailleurs, faut qu'on le recontacte. Ouais. Je l'ai écrit dernièrement, je lui ai souhaité bonne fête, etc. Et que, bon, je pense qu'il doit avoir du boulot, il est peut-être en vacances, mais voilà, ça serait intéressant d'avoir ce médecin. J'aimerais bien aller un peu plus loin dans la question sur les lox. Pardon. Bah, non, mais du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer les lox? En vrai, c'est de voir ma copine avec ses locks. Et je me suis dit que j'aimais bien. En fait, d'ailleurs, j'aimais bien même ça avant. J'étais allée aux États-Unis pendant les vacances chez une de mes tantes et sa sœur était loxée. D'ailleurs un peu plus épaisse, hein, mais je trouvais ça. Et c'est une maman, tu vois, elle est petite luxe et tout, mais franchement j'aimais beaucoup. En plus, elle travaillait dans la coiffure, donc en fait elle s'était toujours bien tournée, ses luxe vraiment trop belle et tout. Et je m'étais dit attends, je trouve ça, j'en avais pas vu beaucoup avant ici. Et donc j'avais dit j'aime bien cette coiffure, mais bon, sans plus quoi. Et puis après, quand j'ai mes copines elles ont commencé il y a bien longtemps. Et en fait, à force de les voir être totalement libres, ne pas se poser la question là je vais aller en vacances, faut que j'aille soit faire mes braids, soit faire mes trucs, tout ça, de dire je vais y aller, faut que je pense à ramener ma crème, mon peigne, mon truc, mon fouet. Et là je me suis dit en fait et après, elles m'ont dit, franchement, si tu le fais, tu vas voir que ta vie, elle va changer. Ouais. Du coup, tu penses jamais les couper? Comment? Tu penses ne jamais les couper? Non. Ouais. Non, non. Ta vie, elle a changé? Oui. En vrai, ma vie a changé parce que je me pose plus la question de... En fait, je mets mon foulard, je dors et je l'enlève le matin. Et si j'ai envie d'attacher un petit peu, j'attache. Si j'ai pas le temps de faire quoi que ce soit, je peux partir comme ça et c'est ok. C'est déjà prêt en fait. Ma coupe est déjà prête. Ouais. Ce problème de cette difficulté à coiffer nos cheveux, beaucoup de gens de notre communauté le revendiquent. En fait, je pense qu'on est dans des sociétés où tout va vite. On n'a pas le temps. Et le temps, c'est de l'argent. Du coup, passer 2 heures à coiffer, parce que nos cheveux sont très jolis. Il faut bosser. Ouais, ça demande du temps. Ça demande du temps, du travail et de l'amour. Donc, si on vit dans cette société où métro, boulot, dodo, où il faut aller vite, c'est compliqué. Tu sais, en Afrique, où les sociétés étaient organisées autrement, là je parle de l'Afrique précoloniale, où se coiffer, c'était presque des rituels. Les gens se posaient, hommes comme femmes, ça se coiffait, il y avait des chaînes de coiffure, ça se coiffait entre amis, entre frères et sœurs. Et quand on voit des archives, que ce soit des peintures ou
ou des photos, Ouais, même à ouais. l'époque coloniale, Les gens sont bien coiffés. ils sont très bien coiffés, extrêmement bien coiffés. Tu regardes la coiffure, tu te dis, mais c'est du taf. Ouais, c'est technique. C'est très, très technique. Ouais. Il y a des photos, franchement, je sais pas si on pourra mettre des petits inserts, etc., pour que les gens On voient. le fera. Ah, ouais, il y a des photos. Non, parce que, faut vraiment le dire, faut insister là-dessus, parce que, il y a des gens qui pensent, surtout pour les hommes, pensent que les hommes, ils étaient juste rasés. Voilà. Ils n'avaient pas de Ouais. cheveux, ils étaient rasés. Mais non. Non, ils Il y gardaient avait les des hommes cheveux. avec des très belles coupes, Ouais. des figures, des trucs, comme diraient les jeunes, t'as peur. Non, mais, moi, vraiment, c'est, Ouais. Stéphie, quels sont tes objectifs, professionnellement parlant? Moi, mes objectifs là, enfin, mon objectif à l'heure actuelle, à plus ou moins long terme, je ne sais pas trop encore, c'est de me lancer à mon propre compte. Ah, on te souhaite. Voilà. Vraiment. Je souhaite aussi. Ah, on te souhaite à fond, mais vraiment. Voilà, c'est d'être à mon compte, tout simplement, et d'avoir mon propre cabinet, et voilà, mes propres dossiers, etc. Parce que travailler en collaboration, je trouve aujourd'hui, ça a ses limites. En termes de liberté, etc. Même si on est collaborateur, on n'est pas salarié, etc., etc. Mais quoi qu'il arrive, on a un boss. Mais c'est quoi la différence entre collaborateur et salarié, finalement? Finalement, Non, mais quand c'est qu'on paye dise- le CF. Ah oui, j'avoue, ok. Ouais, ok. Parce que ouais, il y a cette indépendance un peu. Ouais, bah oui, disons, on paye, ok. on paye l'URSSAF, Ok. on paye tout. Donc ça, c'est une Ouais. grosse différence. Non, mais Ouais, ok. ça a ses limites. Ça a ses limites. On doit quand même rendre des comptes à quelqu'un. On produit un travail finalement qui est le même que ce qu'on pourrait faire pour nous-mêmes en fait. Sauf que ce travail, on le produit pour le compte d'un cabinet qui n'est pas à nous. Et en fait, on récupère pas donc l'entièreté de notre travail. Enfin, en tout cas, on n'en récupère pas les fruits dans leur totalité. Ouais. Donc, mais au-delà de ça, c'est une question de liberté. C'est une question de, j'ai envie de moi-même, voilà, faire ma propre expérience de réel avocat, et puis voilà, de gérer mon emploi du temps, de gérer les clients, de comment j'ai envie de rédiger mes choses, comment j'ai envie d'orienter ma stratégie, etc. Vraiment d'être en autonomie, tout simplement. Je pense que j'en ai besoin. En fait, je pense que ça me correspond mieux. Aujourd'hui, voilà, la collaboration, ça me va, mais je pense que ça a ses limites. Donc, l'objectif, en tout cas, à plus ou moins long terme, ce serait de m'installer. Ok. Et tu es dans un métier où on rédige beaucoup, Ouais. où l'administratif est au cœur même du métier, où la parole aussi est au Oui. cœur du métier. Que penses-tu de l'intelligence artificielle, notamment tout ce qui est ChatGPT, etc. J'ai beaucoup de mal avec ça. T'as beaucoup de mal avec ça? Ouais. Parce que, pour te dire, on a des bases où on a toutes de doctrines, on a les décisions, on a des bases des bases juridiques où on fait toute notre petite recherche pour savoir comment le juge a déjà statué antérieurement, etc., etc. Et en fait, il y a un site sur lequel on nous propose aujourd'hui justement, c'est plus ou moins ça. Il y a une IA où ils te disent, dès que tu tapes quelque chose, il va reformuler ta question. Et puis il va te proposer plusieurs questions que tu pourrais te poser. Donc, souhaitez-vous que je cherche les décisions relatives à ça? Mais en fait, je trouve que, je sais pas, j'ai du mal avec ça parce que ça me va pas. Je trouve que ça enlève, en fait, ça enlève une partie du travail, hein, concrètement. Parce que demain, ça va être quoi? Ça va être, nous, on va continuer à nourrir ces bases ces bases de données. Et ben en fait demain tu tapes comment faire ci ou quelle est la réponse à ça, et ben en fait on va te sortir un truc, ce qui est en plus est faux parce que en fait le droit ça demande non pas juste de savoir la règle, mais il faut savoir comment l'adapter. Il y a trop de paramètres et pour moi l'intelligence artificielle aujourd'hui elle est pas capable de reproduire. Il faut nécessairement une patte humaine en fait. Enfin, il faut tout un background qui est humain. Et pour moi, l'intelligence artificielle, soit elle nous enlève du travail, soit elle va pas jusqu'au bout du processus de réflexion. Okay. Donc moi, ça c'est quelque chose qui me dérange. Et puis
Et puis surtout, c'est que en fait, maintenant, il y a des clients qui arrivent en te disant, eux, ils savent tout. Ils savent parce qu'ils ont tapé sur ChatGPT là. Oui, bah regardez, quand je tape, il me dit ça. Je crois qu'il y a un collègue la dernière fois qui me dit oui, il a fait des conclusions pour un de ses clients, qui lui a dit oui, j'ai regardé, j'ai vérifié avec ChatGPT, ce que vous dites est vrai. C'est quand même un truc de fou. Qui fait ça? Non, mais... Donc maintenant ils vont venir nous voir en disant oui, bah en fait c'est comme ça, c'est comme ça. Non. Moi déjà, si tu viens me dire alors oui maître, en fait c'est ça et ça, je dis bah écoute, vous avez pas besoin de moi, donc clairement. Merci, au revoir quoi. Non, ça c'est pas possible. Et donc c'est ça emmène les gens à penser que ils maîtrisent alors qu'ils ne maîtrisent pas. Et c'est dangereux. Est-ce qu'il y a des avocats qui t'inspirent? Ouais. Il y a des avocats qui m'inspirent, il y avait, j'ai envie de dire il y avait, parce que maintenant bon, j'ai un peu changé d'avis. Il est passé un peu de l'autre côté pour moi, mais il y avait Dupond-Moretti évidemment. Il y avait Jacques Vergès à l'époque. Ouais. Très grand avocat. Et puis maintenant c'est la nouvelle génération. Alors il y a Bouzrou. J'ai oublié son prénom, pardon. Mais c'est l'avocat pour Assa Traoré, etc. Ah oui. Ah bah oui. Donc lui, ouais. Lui, je trouve que c'est un des avocats de la nouvelle génération qui m'inspire, que je trouve brillant, que je trouve qui en plus se bat pour des causes qui moi me parlent. Et donc ça fait partie des avocats que j'admire. Ouais. Pour revenir un peu sur tes locks, tu sais t'as combien de locks sur la tête? Non. Tu les as déjà comptés? T'as jamais essayé de les compter? Non, j'ai jamais essayé de les compter. Ouais. D'ailleurs, on m'a posé la question combien de locks tu as déjà? On m'a déjà posé la question et je suis incapable. Mais j'imagine que je peux en avoir 300. Ouais. Par là. Un jour, quand t'auras du temps à tuer, je me lancerai. Ouais. J'aimerais revenir à la question juste avant. Sur quels critères est-ce que tu estimes qu'un avocat est bon? Je regarde en fait déjà les causes qu'il défend, souvent, les cas qu'il a défendus, pourquoi il s'engage, et sa manière de réfléchir en fait. Quand je le vois s'exprimer, on peut voir à peu près, comment est-ce qu'il réfléchit, comment ce qu'il pense en fait. Donc moi c'est comme ça que je regarde les avocats qui m'inspirent. Et c'est pour ça que je parlais de Bouzrou, parce que en fait je trouve qu'à chaque fois il a des postures qui sont tout à fait honorables, il s'exprime bien, il défend des causes nobles selon moi. Et c'est pour ça que je trouve que c'est. Et en fait, je crois que d'ailleurs, je suis plus certaine, mais il a eu un parcours qui est pas classique. Il a pas eu un parcours parfait, une licence de droit, machin chouette. Et donc il y a ça aussi. Il me semble, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais que il a eu un parcours professionnel, pas un bac général, un truc comme ça. Et d'ailleurs, il a été avocat sur le tard. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais il a eu un petit parcours qui fait que c'est quelqu'un qui s'est quand même battu pour avoir son métier, qui aujourd'hui excelle dans ce qu'il fait, et c'est pour ça que moi je trouve que c'est quelqu'un d'admirable. Et puis à l'époque c'était pareil pour il y a eu Vergès qui a eu c'est des avocats et Dupond-Moretti aussi qui ont eu le courage de prendre des affaires où tout le monde à l'envers et contre tout. Ça veut dire qu'on les prenait pour les défenseurs du diable. Aujourd'hui, par exemple, pour parler un petit peu d'actualité, l'avocate qui a défendu le mari de Pellico là. Oui. J'ai oublié son nom, le nom de la consoeur. Faudra m'excuser. Mais c'était pas facile d'avoir son rôle. C'est clair. C'est clair. Et moi, c'est ce genre de posture que je me dis c'est ça que j'aime en fait dans la posture de l'avocat, c'est de dire bon, le cas n'est pas facile, mais je vais y aller, je vais le faire. Parce que quelque part, au niveau du droit, au niveau des arguments, de la personnalité ou quoi ou qu'est-ce, il y a quelque chose à défendre et je vais aller chercher ce petit rien qu'il reste à défendre. Je suis pas en train de tout défendre Pellico, mais enfin, moi c'est la posture de l'avocat que j'ai bien aimée. Et d'ailleurs cette consoeur, elle était tout à fait
digne dans ses paroles, dans ce qu'elle a fait. Elle a jamais insulté la victime. Elle est restée. Et je trouve que elle a bien représenté le rôle de l'avocat jusqu'au bout. C'est-à-dire que tout le monde a droit à une défense. Et c'est ce qu'elle a fait. Et voilà, c'est ce type d'avocat qui m'inspire. Pareil. Et carrément, je me permets de rebondir et de citer Taboula Mbeko, qui est devenu aussi un ami, qui a défendu Mathias Pogba, le frère de Pogba. Vrai, donc pour la plupart des gens, complètement. C'est vrai que ils l'ont très mal pris. Et Mbeko, voilà, il insiste sur le fait que ça reste une personne qui a le droit d'être défendue. Voilà, on reste sur le droit et voilà. Il le disait en plus quand il est passé sur le podcast que lui, il peut défendre n'importe qui, seulement si cette personne ne veut pas, seulement si cette personne ne lui impose pas ses idées. Par exemple, il dit que je peux défendre Hitler, mais il va pas me faire croire que le racisme, l'antisémitisme, etc., toutes ces idées sont bonnes. S'il me dit ça, merci, bye bye. Donc, moi, je suis plutôt d'accord. Mais bon, après, voilà, c'est le problème que, disons, les gens ont du mal à comprendre chez les avocats. Ils vont dire, mais comment tu peux défendre cette personne? Comment? Pourquoi? Et cette personne, c'est le diable incarné. Mais parce que ils sont dans l'affect. Ils sont dans le sentiment. Alors qu'il faut réfléchir, il faut être rationnel, en fait. Et juste se dire que, non. On est dans un système où on a le droit à cette défense et peu importe. La recherche, elle est belle de se dire, alors que ça aurait été facile de dire, c'est facile, je vais défendre une victime, la pauvre, elle a beaucoup souffert, etc. Oui, ça, très bien. Mais prendre le pendant inverse, c'est de se dire, alors que on estime que cette personne-là, elle est juste à jeter à la poubelle et à ne pas défendre, etc. Moi, je vais y aller et je vais la défendre parce que c'est mon rôle et parce que tout le monde a le droit à ça, en fait. Et parce que c'est notre système, on a le droit à être défendu, peu importe ce qu'on a fait, peu importe qui on est. Et moi, je respecte toutes les défenses, et même si je n'adhère pas par exemple aux idées ou à ce qu'a pu faire une personne mise en cause, je ne considérerai jamais que son droit à la défense doit être renié. Et c'est pour ça que moi j'ai vu beaucoup de commentaires, etc. À chaque fois, je pense que ça rend un peu dingue quand on voit beaucoup de commentaires sur oui, non mais alors comment ils arrivent à défendre, on devrait même pas. En fait, moi ça me fatigue. Je pense que les personnes qui sont très éloignées de ce système-là, avocats, justice, ils ont pas la connaissance en fait de ce qu'est un avocat vraiment. Parce que moi je l'ai appris pendant le podcast avec Taboula Mbeko, parce que avant ça j'avais la vision de l'avocat dans les films. Parce que j'ai jamais fait de droit. Bon, j'ai vu un peu en cours à l'école et tout ça. Mais il y a ce truc de si t'es un avocat, c'est que tu crois en la personne, t'as envie de la défendre parce qu'il y a cet affect. Alors qu'en fait, c'est pas ça du tout. Et dans les films, ils rajoutent beaucoup d'émotions. C'est ça. Pour avoir le. Oui, alors que non, même pas. Non, c'est vrai. Ça me fait penser aussi à ce qui se passe actuellement à Kinshasa. En fait, il y a le phénomène Kuluna. Je sais pas si tu connais. Le phénomène Kuluna. Je sais Non. pas si tu as entendu parler. En fait, le phénomène Kuluna, c'est des jeunes désœuvrés, complètement livrés à eux-mêmes, qui se retrouvent dans la rue et qui deviennent des criminels. C'est-à-dire qu'ils traînent avec des machettes, toutes les armes qu'ils peuvent trouver à leur je vois portée. très bien. Et ces jeunes-là agressent les gens pour un oui, pour un non. Enfin, pour obtenir quelque chose de téléphone, argent, bien, bref. Et c'est répandu à Kinshasa comme pas possible. À Kinshasa, il y a des coins à 18h, tu peux pas passer. Impossible. Et aujourd'hui, il y a un nouveau ministre de la Justice, monsieur Constant Mutamba. En fait, au Congo, là, on a remis à jour la peine de mort. D'accord. Voilà. Je suis complètement contre, mais bon, voilà. Et les Kuluna, une fois attrapés aujourd'hui, ils risquent la peine de mort. C'est pas qu'ils risquent. Là, ils sont jugés là. Actuellement, il y a des choses qui se passent. Et c'est des jeunes qui ont 16 ans, 15 ans, 14 ans. En fait, ils sont condamnés à mourir. Ils sont pendus. Ah ouais. Et là, il y a une vidéo qui circule actuellement où le ministre de la Justice qui dit aux prévenus, du coup,
faites vos prières, faites votre dernière prière, parce que là, c'est fini pour vous. Et tu vois les petits qui ont 14-15 ans, bien qu'ils sont criminels, ça n'enlève pas qu'ils sont criminels, en train de pleurer, en train de voilà. C'est terrible. Et du coup, là sur les réseaux sociaux, il y a deux camps. Il y a ceux qui pensent, comme moi, que c'est petit. Déjà, ils sont le fruit d'une gangrène profonde. Et d'un problème qui est beaucoup plus profond, sociétal, bien sûr, sociétal. Parce que ces enfants ne deviennent pas criminels. Parce que ils se sont levés un matin, voilà. Ils se sont dit, on va devenir criminels. Déjà, premièrement, et deuxièmement, il y a tout un contexte. La peine de mort, c'est juste répondre par la barbarie aussi. Tu n'enseignes rien à ces gens-là parce que tu les punis pas parce qu'ils meurent, c'est fini. Et les gens qui restent, ils sont juste terrorisés. La population est juste terrorisée à voir ces images-là. C'est ça. Et les autres qui sont toujours, qui peuvent tenter de devenir criminels, ça va pas forcément les empêcher. Tu peux en dissuader certains, mais tellement le problème il est profond que un jeune désœuvré, il a que ça, sinon en fait il mange pas ou en fait il a rien dans sa vie. T'as beau lui dire qu'en fait il risque la peine de mort, mais en fait s'il ne vole pas ou peut-être que s'il n'agresse pas, il meurt parce que en fait il a rien à manger, parce qu'il a. Mais donc en fait dans l'un ou l'autre il meurt. Donc en fait il va le faire. En fait je pense que ça n'arrête rien. Ça n'empêche pas la criminalité. Avant la peine de mort était encore en vigueur et pourtant c'est pas pourtant qu'il y avait pas de criminalité. Donc non, je pense que c'est pas une réponse. La peine de mort, pas du tout. Aux États-Unis d'ailleurs on le voit. Elle a toujours cours et pourtant c'est un pays où il y a un taux de criminalité qui est assez élevé. Donc en fait ça ne répond à rien. Et qu'en fait il faut soit répondre, trouver des moyens pour que la société fonctionne différemment et que les personnes aient une possibilité de s'en sortir en faisant d'autres choses que en s'adonnant à des crimes ou à des délits, etc. Donc soit on réussit à régler le problème sociétalement, socialement, etc. Soit on les juge, mais avec une défense dans un tribunal et on ne tue pas les gens, on répond pas à la barbarie par la barbarie. Ça n'a pas de sens. En fait, on revient à des tréfonds primaires, quoi, c'est clair. De nos sociétés. Surtout que les erreurs existent. On a vu tellement aux États-Unis. Exactement. Les erreurs existent. Exactement. Et moi, je suis convaincu que dans ces jeunes-là, il y en a, c'est pas forcément des clowns. C'est peut-être un jeune on a chopé au mauvais endroit, voilà, il est en train de se battre avec quelqu'un, il a sorti quelque chose, mais il fait pas ça quotidiennement, et il se retrouve à mourir. Et les gens, en fait, je comprends que la population soit bien sûr fatiguée de ce phénomène, soit à bout de souffle. Mais il y a plusieurs étapes avant ça. Il y a une protection à mettre en place. Dans ce cas, je sais pas, ils ont une police, ils ont une armée. Soit vous protégez vos populations, soit ces jeunes désœuvrés, vous allez les chercher, vous leur proposez quelque chose. Peut-être que ça réglera le souci, mais on peut pas juste les prendre, considérer que comme ils ont agressé, ils méritent la peine de mort. Non, moi je suis pas du tout je suis pour la peine de mort. Donc voilà, pour moi ça n'apporte rien, ça n'arrête rien. Surtout que c'est des mineurs la plupart. La plupart c'est des mineurs, ils sont ados. Le sujet, non mais il existe encore aujourd'hui. C'est-à-dire que même aujourd'hui il existe la justice pénale, elle est différente qu'on soit majeur ou qu'on soit mineur. Donc évidemment, quand on est mineur, on essaye que la peine soit éducative, qu'on puisse en tout cas lui donner une autre orientation pour qu'il ne finisse pas délinquant toute sa vie, etc. Aujourd'hui, c'est remis en cause par beaucoup de commentaires. Après, je pense pas que ce soit dans le milieu du droit essentiellement, mais plutôt dans le milieu des journalistes, etc. Des commentaires qui affluent aujourd'hui beaucoup. Où on dit oui mais attendez, il a tué sa camarade, il avait 15 ans, donc il mérite d'être jugé comme un majeur. Bah non, parce que je pense que cette personne-là, en tout cas j'espère, je crois que une personne qui a 15 ans, et ben quand elle en aura, sauf à ce qu'elle ait une déficience mentale, etc., et qu'elle soit malade dans ce cas. Mais je pense pas que quand elle en aura 40, elle aura la même vision de la vie, la même vision des choses. Donc, il faut croire en fait au renouvellement des gens, à l'évolution de certaines personnes,
et ne pas condamner à mort n'apportera rien. Okay. Stéphie, qu'est-ce que tu dirais à une jeune fille noire, banlieusarde, qui souhaite devenir avocate? Moi, je dirais qu'elle peut y aller. Qu'elle y aille, qu'elle se sente pas bridée en pensant que c'est pas sa place, en fait. Pas du tout. C'est la place pour tout le monde, pour tous ceux qui en ont envie, en fait. Et j'invite vraiment toutes les jeunes filles noires, banlieusardes, à croire en ce qu'elles ont envie de faire, en fait. Si elles ont envie d'être magistrates, elles peuvent être magistrates. Si elles ont envie d'être avocates, elles peuvent. Si elles ont envie d'être ce qu'elles veulent, elles peuvent. Il suffit juste de travailler. Voilà, c'est tout. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit le faire, et en plus on doit ça à nos parents aussi, de travailler et d'avoir et de les rendre un peu fiers quand même, de leur dire voilà, eux ils sont vus comme je ne sais quoi, parce que j'ai écouté un podcast la dernière fois sur les transfuges de classe, etc. Et en fait, parce qu'on parlait des personnes qui sont de gauche prétendument, mais qui mettent leurs enfants dans le privé, dans les écoles publiques, etc., etc. Parce que, comme on en parlait au début du podcast, tout se fait dès le début. En fait, on leur dit toi, tu vas faire telle école, tu vas faire ça, tu vas envoyer tel CV à telle boîte pour te placer plus tard. En fait, nous, on doit permettre à nos parents de pouvoir aussi dire oui, mais moi, mon fils, il fait ça, mais mon fils, il fait ça. Et qu'ils soient un peu fiers de nous. Je parle en tout cas pour les parents qui ont qui ont fait l'effort d'être de réels parents. En tout cas, c'était le cas pour moi. Et je suis contente, en fait. Je suis contente que ma mère puisse dire oui, ma fille elle est avocate, et elle est contente de le dire en plus. Donc moi, ça me fait plaisir pour elle, parce que c'est rien. Moi, je m'en fous, mais elle, je sais que ça lui fait plaisir, et moi, ça me fait plaisir de voir qu'elle est contente de ça. Donc je pense que pour eux, pour nous, pour notre propre épanouissement aussi, on peut le faire, et il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on travaille et qu'on soit dans des postes les plus hauts, partout, en fait. Il faut qu'on soit partout, tout simplement. Et du coup, encore à cette jeune fille de banlieue noire, quel conseil tu lui donnerais dans ses études de droit, rapidement, des tips qui t'ont servi, des erreurs que tu as faites, que tu peux lui donner, lui dire qu'elle puisse pas les refaire aussi? Moi, il y a ne pas réviser à la dernière minute. Ça, c'était beaucoup mon problème. Mais au-delà de ça, en fait, il y a un truc que moi, j'ai fait très tardivement, c'est consulter les bases de données juridiques beaucoup trop tard. En fait, au départ, je faisais juste mes devoirs je pense avec beaucoup juste sur les cours qu'on avait, sans aller rechercher au-delà du cours. Mais en fait, il faut avoir une culture juridique qui est un peu plus large que celle qu'on nous donne sur la simple base des cours qu'on reçoit en amphithéâtre. Et ça, je l'ai vu, je me suis rendu compte que ça apportait beaucoup aux réponses qu'on donne dans nos devoirs. Mais je m'en suis rendu compte un peu tard. J'étais en Master 1 déjà, ou L3 ou Master 1. Je pense que dès la première année, en faisant ça, tu te démarques très rapidement. Parce que on voit que t'es allé chercher, que tu connais un peu la tendance jurisprudentielle, lire des articles, beaucoup d'articles juridiques suivez un avocat qui écrit beaucoup, par exemple, qui publie des articles, et dès qu'il publie un certain article, vous savez que vous avez une dissertation ou un cas pratique, vous pouvez glisser une petite phrase dessus, et les profs, ils aiment bien ça. Voilà. Cool. Stéphie, si tu pouvais définir tes locks en un seul mot. Je dirais la liberté. Ok, merci. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, merci à toi d'être venu sur notre podcast. C'était un réel plaisir. Franchement, on a kiffé discuter avec toi. On en a beaucoup appris. Vraiment. Et je pense que les gens qui nous suivent aussi ont beaucoup appris. En tout cas, vous, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à liker, à nous suivre également sur nos réseaux sociaux, fafa.lox. N'oubliez pas qu'en forme, on fait des prestations. Et si vous aussi vous avez un parcours inspirant, vous avez des anecdotes, vous avez une société, vous voulez faire la promotion de votre business, contactez-nous. Et que vous êtes loxé aussi. Condition principale. Et du coup, voilà, vous serez les bienvenus. Et voilà. À bientôt. À bientôt. Pour le prochain ciao. épisode.